Voilà, bonsoir donc, et bienvenue à tous dans ces rencontres de l'homéopathie. Rencontres, je vous rappelle, proposées par un collectif, Mon Homéo, Mon Choix, collectif de médecins, de pharmaciens, de patients, d'entreprises du médicament homéopathique également. Et ce n'est pas un collectif qui croit en l'homéopathie, mais c'est un collectif au contraire qui constate que l'homéopathie est efficace. Collectif qui a réuni quand même 1 300 000, on est déjà à plus d'1 300 000 signatures sur son site en faveur du remboursement de l'homéopathie. C'est pas rien, il faut le rappeler, il y a un vrai soutien populaire à l'homéopathie en France. Et donc ce collectif, je vous le rappelle, profite de ce mois de novembre pour redire dans toute la France, à travers une vingtaine de soirées comme celle-ci, et qui font carton plein à chaque fois, que oui, l'homéopathie est efficace malgré la campagne de dénigrement dont elle a fait preuve depuis quelques mois. Et ce soir, vous allez entendre tout un panel de témoignages de soignants d'abord, médecins, sages-femmes, pharmaciens, vétérinaires, et puis de patients aussi. Ça, c'est important, puisque ce sont quand même eux qui sont au centre normalement de notre système de soins, qui vont donc témoigner d'efficacité de l'homéopathie. C'est d'ailleurs par un médecin qu'on va commencer cette soirée. Docteur Brigitte Miard, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes médecin homéopathe à Rennes. Et pour bien lancer cette soirée, ça va vraiment faire plaisir, on va parler d'amour. Et on a besoin de temps en temps de parler d'amour dans nos vies, parce que vous, si on veut bien dire la vérité, c'est par amour quelque part que vous êtes arrivé à l'homéopathie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tenez, prenez un micro. Bien oui, pour parler d'amour, en fait, c'est l'amour de ma vie qui m'a proposé d'apprendre et de maîtriser l'homéopathie. Parce que avant d'entendre parler d'homéopathie, il a fallu que je fasse mes études de médecine, pendant lesquelles je n'avais jamais entendu parler d'homéopathie. Je ne savais même pas ce que ce mot-là voulait dire. Et c'est mon mari qui, à la fin de mes études, m'a proposé de faire la rencontre de l'homéopathie. Et donc, il a fallu que je me renseigne d'abord pour savoir ce que c'était, et ensuite m'engager dans les études d'homéopathie. Ouais, et on va raconter votre découverte de l'homéopathie petit à petit. C'est intéressant si vous faites des études donc, de médecine classique, comme à peu près une majorité d'étudiants, vous commencez des remplacements de médecins généralistes. Et là, vous allez vous apercevoir petit à petit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la manière dont vous exercez ce métier. Qu'est-ce qui vous a déplu très rapidement ? En fait, j'ai eu la chance d'exercer la médecine grâce à mon maître de stage, un praticien ici dans la ville de Rennes, qui m'a offert progressivement de le remplacer. Et j'ai donc vécu les premières armes de médecin généraliste en faisant des consultations tous les quarts d'heure, assez répétitives, en enchaînant les visites à domicile un petit peu perdues quand même dans la ville de Rennes, et en étant toujours dans la course au temps, en fait, en me disant « Oh là là, mais 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes par jour, je ne vais jamais être capable de faire ça. » Et ça ne m'intéresse pas. Et là, c'est intéressant parce que très vite, vous apercevez que voilà, un patient tous les 15 minutes, ce rythme effréné pour faire de la médecine ne vous intéresse pas, et que l'homéopathie, apparemment, vous propose une alternative, une autre voie possible, et vous estimez qu'elle remet plus l'individu au centre du soin. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on considère que pour faire de la médecine générale en utilisant seulement l'homéopathie, on est obligé déjà de faire notre métier de médecin généraliste, c'est-à-dire d'établir un diagnostic, et au-delà de ça, de rechercher un diagnostic plus homéopathique, c'est-à-dire rechercher les symptômes, la façon de faire, replacer l'individu dans sa façon d'exprimer la maladie. Et là, obligatoirement, on a une recherche supplémentaire qui est d'aller à la rencontre de cette personne pour savoir comment il fait de la fièvre, comment il transpire, comment il mange, comment il dort, comment il est malade, tout bonnement comment il est malade. Et là, c'est la singularité de l'homéopathie qui, d'un patient, d'un malade à l'autre, qui dysfonctionne, eh bien, va présenter une multitude de remèdes homéopathiques, je ne sais pas si on peut parler de remèdes, mais de choix en homéopathie qui va être singulier
pour ce patient-là. Et cette manière de faire, justement, vous la découvrez en formation, c'est-à-dire que quelques années après vos études de médecine, vous repartez en formation, mais cette fois-ci dans une école spécialisée en homéopathie. Et là, vous dites, pour moi, qui sortais de la fac de médecine et d'un enseignement classique, entre guillemets, ça a été un choc. Qu'est-ce qui était si choquant lorsque vous avez débuté en homéopathie? Je suis très heureuse de voir parmi vous deux même de mes enseignants d'homéopathie, de mes maîtres à penser, qui m'ont fait tomber, mais c'était un vrai saut à l'élastique, c'est-à-dire bien formaté par mes études de médecine où les choses étaient carrées, il fallait faire comme ci, comme ça, pas se poser trop de questions non plus. Eh bien, j'arrivais dans un discours qui était un discours ancestral, où on me décrivait 36 façons de tousser, 36 façons d'avoir de la fièvre. Et là, vraiment, mais des descriptions qui dépassaient l'entendement et puis surtout qui étaient d'un archaïsme incroyable. Et puis, passé la première heure de cours, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça, bien sûr, je ne tousse pas comme ma voisine, je n'ai pas de la fièvre comme ma voisine. Donc il y a bien quelque chose de très singulier à repérer en fait dans la façon qu'ont chacun de nos patients de faire un symptôme de dysfonctionner. Et là, vous aviez l'impression de, je sais pas, refaire vos études de médecine ou reprendre des choses à zéro ? Non, pas du tout. C'est très complémentaire. Au contraire, c'est une façon de faire, une façon d'envisager le patient ou la maladie différente, mais c'est très complémentaire. Alors vous êtes parti en formation et vous n'avez pas tout de suite testé sur vos patients. Très courageusement, vous avez d'abord testé à la maison sur vos propres enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Voilà, oui. On avoue des choses ce soir. Hein. J'avoue. Mais oui, bien sûr, c'était les premiers cobayes. Pas trop mon mari, je dois dire que j'ai pas. Mais alors, les enfants étaient un terrain tellement pur parce que, sur quoi, par exemple, elles n'étaient pas si souvent malades que ça. Et puis, elles n'osaient pas dire non à leur mère, donc elles ont pris les granules religieusement. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça servait beaucoup dans la population de jeunes enfants de la pédiatrie, que les terrains sont tellement purs habituellement qu'on a des très très bons résultats. Oui. Ouais, alors après avoir testé sur vos enfants et voir que sur ces terrains purs vous aviez des résultats, vous qui veniez d'une formation classique de médecin, vous allez tester sur votre patientèle. Qu'est-ce que vous observez à ce moment comme changement entre la pratique homéopathique que vous découvrez et la pratique antérieure que vous aviez? Déjà, il y a une complicité qui s'établit très vite parce que comme on est obligé d'interroger le patient assez finement sur sa façon de faire la maladie, il y a une intimité et une proximité qui est relativement rapide, établie relativement rapidement, et on se rend compte qu'il y a une rapidité dans la prise en charge des symptômes qui est, j'allais dire, redoutable. Par exemple dans je sais pas, je dis n'importe quoi, un petit qui a une fièvre à 38 qui se plaint de son oreille, à qui on va dire à la maman de lui faire prendre tel ou tel remède, je vous laisse deviner, eh bien on se rend compte qu'au bout de 4 heures, 6 heures, 8 heures, 12 heures, eh bien l'enfant ne se plaint plus et qu'on est passé à côté d'une otite. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plutôt la répétition de ces rapidités d'action qui font qu'on peut se fier déjà au bon sens de l'observation de la maman et puis au bon choix du remède pour dire qu'on n'est peut-être pas obligé quand même de mettre tous les enfants qui ont mal aux oreilles sous antibiotiques au bout de la première consultation. Aujourd'hui, vous utilisez l'homéopathie pour soigner quel type de pathologie? On a souvent cette image d'Épinal ou la caricature. Bon, l'homéopathie, ce sont pour des choses légères, un peu de la bobologie, voilà, mais pas pour des maladies dites sérieuses ou des maladies un peu plus lourdes. Vous allez jusqu'où en tant que médecin dans l'usage de l'homéopathie? Alors, la bobologie, si vous êtes d'accord avec ça, je vais laisser ça comme terrain de jeu aux mamans, parce que les mamans, elles s'y connaissent vraiment très très bien, des fois mieux que nous. Et par contre, les domaines d'élection, on va dire, c'est
tous les domaines où on a besoin de soutenir le malade, de l'accompagner, lui apporter du confort, du réconfort. Alors par exemple, sur quel type de maladie ou de pathologie? Les pathologies digestives, les dysfonctionnements digestifs, l'anxiété, l'asthme, l'eczéma. On peut accompagner des gens qui ont des traitements très lourds de chimiothérapie. Vraiment, je vois pas de limite. J'ai pas parlé de guérir les gens. Personne n'est capable de guérir. Mais d'accompagner, oui, certainement, dans tous les domaines qui soient. Oui. Vous continuez à prescrire de l'allopathie en complément ou vous êtes uniquement sur de l'homéopathie? Alors ça arrive parce que je suis aussi le médecin traitant de certains patients qui ont pu à un moment ou un autre de leur vie se voir prescrire, bon, je sais pas, des antihypertenseurs, d'autres médicaments. Donc je peux tout à fait être le médecin traitant et renouveler ces médicaments-là. Après, les choses sont claires. Si on vient me voir, ça apparaît en gros sur ma plaque. Si on vient me voir, c'est quand même pour venir chercher de l'homéopathie. Donc je peux le faire, mais c'est pas ma vocation première. On a bien entendu dans votre discours le changement quelque part de manière de fonctionner que vous aviez eu entre jeunes médecins sortis de la faculté de médecine et puis ensuite progressivement avec toute l'expérience médecin homéopathe, la nécessité de voir ou en tout cas d'appréhender le symptôme différemment, de manière peut-être un peu plus complète, en y prenant aussi plus de temps derrière, appréhender un patient, une personne d'abord dans sa globalité. Et il y a aussi quelque chose peut-être qui est un peu particulier au monde de l'homéopathie, c'est d'amener le patient vers une plus grande autonomie, qu'il arrive lui-même à sentir ses symptômes, qu'il arrive lui-même à se prendre en charge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel état d'esprit vous travaillez là-dessus? En fait, on va dire l'homéopathie, c'est très simple, mais aussi très compliqué. Mais dans la bobologie, vous avez prononcé le mot de bobologie à la maison, par exemple. Si on admet que c'est un magnifique laboratoire pour expérimenter l'homéopathie, les mamans savent très vite reconnaître les symptômes qui sont propres à leurs enfants et peut-être au démarrage, elles auront besoin de quelques conseils. Là, si c'est comme si, qu'est-ce que je fais? Je donne comment? Alors, la grosse question, c'est toujours et à quelle hauteur de dilution? Bon, ça arrive de toute façon dans la conversation, mais c'est comme ça. J'ai toujours été très favorable à éduquer justement la maman, à repérer les choses qui étaient vraiment singulières et caractéristiques, de façon à lui permettre de faire elle-même. Et ça, je vous assure, pour moi, c'est vraiment un gain de temps, parce que nos mamans, plutôt que nous appeler 36 fois quand il y a la langue comme si, l'éruption comme ça, eh ben, elles savent faire et elles peuvent avoir besoin au démarrage de corriger un petit peu le tir, si ce n'est qu'on est toujours là pour répondre à leurs questions et vraiment les lancer sur la voie elle-même de la prescription. Et après, on peut intervenir, nous, pour mettre en place un traitement de fond, un traitement de terrain, pour éviter que ça ne se reproduise trop souvent. Mais vraiment, il y a une espèce d'éducation du patient que j'ai fait dès le démarrage, parce que ça me faisait gagner un temps considérable. Ça, c'est vraiment une posture qui est particulière, de dire à vos patients, prenez-vous en charge tout d'abord, et puis à la limite, lisez sur l'homéopathie, documentez-vous sur ce que vous faites, gagnez un maximum d'autonomie et ne venez me voir, moi, en médecin, que quelque part en dernier recours ou lorsque vous êtes complètement perdu. Alors, en dernier recours, vous êtes un peu sévère parce que j'ai quand même besoin de les rencontrer de temps en temps, justement pour se donner des nouvelles. C'est une grande rencontre, on va pas dire amicale, mais c'est vrai que on se donne des nouvelles assez souvent. Alors, je peux voir. Mais vous les amenez quand même à l'autonomie dans la prise en charge de leur pathologie. Complètement. Alors, je ne sais pas si dans les pharmacies familiales il y a beaucoup de tubes d'homéopathie. Si j'ai bien fait mon travail, normalement, il ne doit pas y en avoir trop quand même, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner trop de remèdes pour les mêmes symptômes, ça n'a plus de sens. Ou alors sinon, il y a les remèdes composés, ça marche très bien, mais ça n'a plus de sens. C'est pas très éducatif, c'est de la petite cuisine et c'est pas forcément ça qu'on cherche. Comment est-ce que vous avez reçu les accusations, alors qu'elles sont parties tout feu sur l'homéopathie ces derniers mois, charlatanisme, placebo, pas de valeur scientifique. Pour vous qui êtes médecin, qui pratiquez maintenant l'homéopathie
depuis longtemps, qui voyez les résultats sur vos patients, il doit bien en avoir, puisque les patients reviennent vous voir derrière. Comment est-ce que vous considérez, lorsqu'on vous attaque, on traite de charlatan? J'ai trouvé ça d'une injustice écrasante. J'ai vraiment été stupéfiée par ce qui se passait. Au démarrage, j'étais quand même pas très inquiète de ce qui se passait en disant non mais on peut pas nous faire ça. C'est vraiment mais on n'imagine pas dire des choses comme ça et mettre au rebut tout ce qui fait 200 ans de pratique et de culture et de façon de faire. Et puis après, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit non, mais je disais à mes patients, bon, bah, écoutez, quand je vais venir, quand je vais brûler sur la place de la mairie sur un grand bûcher comme les sorcières, vous allez venir me soutenir ou vous venez brûler avec moi parce que vous aussi vous utilisez l'homéopathie. C'est vrai que j'étais inquiète pour l'avenir de la prescription de l'homéopathie parce que si on prononce des paroles aussi graves que celle-là, je ne vois pas comment nos jeunes vont oser se former en homéopathie pour prescrire de l'homéopathie eux-mêmes. Ouais, il y a aujourd'hui certains médecins qui demandent de retirer le nom d'homéopathe des plaques. Ils disaient, moi sur ma plaque, c'est clairement marqué. Est-ce que c'est une menace que vous redoutez réellement ? Pour être clair, je vais terminer mon exercice en 2022, donc c'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour ceux qui vont prendre la suite. On est déjà très fragilisés, tous nos bons homéopathes ont quitté la scène et malheureusement on est en voie de disparition. Demandez à n'importe qui en ville de trouver un médecin homéopathe qui peut les accueillir. C'est vrai, c'est déjà extrêmement compliqué. On tire à boulet rouge sur une profession qui est déjà en voie de disparition. Pour finir sur une note positive quand même, Dr Miard, parce que l'homéopathie, ça reste fascinant et incroyable. Qu'est-ce qui vous intrigue, fascine, étonne le plus dans l'homéopathie ? Ce qui est d'étonnant, c'est qu'on est vraiment à la base même de la relation humaine, avec beaucoup d'amour à la base. Et puis après, on se débrouille pour avancer les uns et les autres avec nos petits moyens. La maman qui achète ses tubes d'homéopathie et qui traite ses enfants sans leur nuire, sans qu'il y ait d'effets secondaires. Et une rencontre qui se fait à chaque consultation. Ouais, on a commencé avec l'amour, on finit avec de l'amour. C'est une belle conclusion. Merci, Dr Miard, qu'on peut applaudir pour ce témoignage, effectivement, où l'on voit comment l'homéopathie peut amener un autre regard et une autre considération des symptômes et avant tout des personnes que l'on a en face de soi. Autre soignante qui utilise, tenez, je vous donne l'homéopathie, mais dans un cadre complètement différent, puisque vous travaillez en hôpital, dans un service de traitement de la douleur. Jocelyne Cinquin, merci très chaleureusement d'être des nôtres ce soir. Vous êtes infirmière au centre hospitalier de Saint-Malo, au service d'algologie, donc de traitement de la douleur. Alors, c'est toujours surprenant de parler d'homéopathie dans ce type de service. Et vous-même, au départ, vous étiez une infirmière habituée à des traitements médicamenteux beaucoup plus classiques pour la douleur. Et un jour, vous avez rencontré un visiteur médical d'un laboratoire en homéopathie et vous avez été séduite. Pourquoi ? Alors, parce que, donc, merci à tout le monde donc, de m'écouter. Effectivement, je suis une infirmière particulière parce que je suis quand même infirmière anesthésiste. Et j'ai bien le micro près de votre bouche, qu'on vous entende bien. Là. Ouais, infirmière anesthésiste. Et donc, je travaille depuis maintenant 12 ans donc, dans une structure de douleurs chroniques rebelles à Saint-Malo. Et nous recevons justement donc des patients qui nous sont adressés par des médecins traitants, par des chirurgiens et tout un tas de spécialistes, neurologues, gynécologues. Et moi, j'étais enclin quand même à faire autre chose. À partir du moment où vous occupez donc des patients donc de la douleur, vous respectez leur choix, c'est-à-dire l'allopathie. Nous avons la chance d'avoir un médecin aussi qui est algologue, mais anesthésiste aussi, et qui fait des gestes techniques au bloc opératoire, qui fait de la mésothérapie. Et moi, je suis plutôt donc quelqu'un qui s'est dirigé vers les techniques non médicamenteuses, comme l'hypnose, la magnétothérapie pulsée, etc. Et lorsque, moi j'ai déjà utilisé pour mon compte personnel donc l'homéopathie, et lorsque j'ai effectivement rencontré donc le laboratoire, enfin la représentante du laboratoire, je me suis dit ça va être un plus et apporter un plus pour nos patients.
Pourquoi? Parce que tous les patients que nous recevons, c'est des patients de douleurs chroniques, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de médicaments avec beaucoup d'effets secondaires. Par exemple, comme type d'effet secondaire? Quelquefois des vertiges. Par exemple, si vous donnez à des personnes donc un médicament à base donc de morphine ou autre, vous pouvez avoir des vertiges, surtout donc notamment chez les personnes âgées. S'ils ont des vertiges, il y a risque de chute. S'il y a risque de chute, fracture du fémur. Donc on se retrouve avec une dégringolade, une escalade comme ça. Je trouve ça dommage aussi qu'on donnait aussi donc à nos adolescents ou même donc des antidépresseurs, tout ça parce qu'ils étaient un peu stressés ou ils n'arrivaient pas à dormir. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc je lui dis, on va avoir une autre approche. Je veux dire, on peut quand même être surpris par la posture que vous avez prise en disant, vous traitez des patients qui ont des douleurs chroniques, hein, oui. Vraiment, qui sont dans des situations physiques extrêmement compliquées, et vous êtes séduite par l'homéopathie qui est tellement décriée parce qu'on dit que les granules, à force d'arriver à la dilution, qu'il n'y a rien dedans, voire ce sont des granules de sucre. C'est l'écart entre les deux qui est quand même surprenant au premier abord. Nous ne faisons pas de l'homéopathie pure et dure. Hein. On continue quand même avec l'allopathie, hein, parce que, mais on propose aux gens, voilà. Votre traitement est là, mais vous avez tout un panel donc de médicaments. Est-ce que vous arrivez bien à dormir? Parce que de toute façon, si on s'est adonné à l'homéopathie, et j'ai eu la chance de pouvoir aller donc à des formations, et notamment les fondamentaux, parce que c'était indispensable pour nous, pour qu'on puisse comprendre les démarches de l'homéopathie et comment faire pour les interrogatoires. Hein, parce que l'interrogatoire est très important en douleur chronique, ça dure 1h30 parce qu'on fait connaissance avec donc les personnes. Mais ça nous a aidé, moi ça m'a aidé énormément pour interroger les patients. Qu'est-ce qui vous améliore? Qu'est-ce qui vous aggrave? Vous avez des troubles du sommeil, comment ça se présente? Est-ce que c'est au niveau de l'endormissement? Est-ce que vous avez des signes concomitants? Parce que les antécédents, on les a de toute façon donc au départ, donc on sait les antécédents médicaux et chirurgicaux, donc on voit quel type de patient on a, si ce sont des gens qui ont plus des infections ORL ou gynécologiques ou intestinales, mais avec toutes ces pathologies que nous avons, donc on peut leur proposer donc autre chose. C'est-à-dire votre sommeil n'est pas de bonne qualité, vous avez assez de médicaments comme ça, on va essayer un traitement homéopathique, êtes-vous d'accord? Vous êtes anxieux, ça ne va pas? Alors au lieu de donner des antidépresseurs, si on vous donne un traitement homéopathique pour cela, est-ce que vous êtes d'accord? Et jusqu'à présent, les patients sont très contents et sont très ravis de voir ça plutôt que d'avoir une autre molécule. Et quand ils ont des effets secondaires, des nausées, des vomissements ou alors donc de la constipation, si on peut leur apporter autre chose pour éviter encore d'avoir donc un impact sur leur qualité de vie et améliorer justement ne serait-ce que cela, c'est déjà pas mal. Vous parlez beaucoup, vous évoquez beaucoup l'interrogatoire. Effectivement, vous êtes parti en formation, les fondamentaux de l'homéopathie, puis vous êtes un petit peu spécialisé là-dedans. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet interrogatoire homéopathique, entre guillemets, par rapport à ce que vous faisiez auparavant? Il est beaucoup plus précis. Par exemple, beaucoup plus précis. Avant, moi, je disais, bon, pour vous soulager, quels sont les petits moyens, le chaud ou le froid? Donc, j'influençais. Parce que là, maintenant, c'est au patient de me dire qu'est-ce qui vous améliore? Qu'est-ce qui vous aggrave? Est-ce que c'est le mouvement, etc. Donc nous, ça nous permet après de pouvoir savoir quel est le type de patient. Est-ce que le chaud vous fait du bien? Est-ce que quand vous sentez l'humidité donc au niveau donc de l'atmosphère, est-ce que ça a une influence sur vous? Ça, ce sont des questions que vous auriez posées auparavant, avant ce type de formation, d'approche? Non, pas toutes. En plus, j'ai eu la chance aussi, nous avons eu la chance aussi de pouvoir avoir une formation aussi sur les troubles psychosomatiques. Et ça, pour moi, ça a été une mine d'or parce que là, beaucoup de choses étaient traitées. Par exemple? Toutes les céphalées de tension, et nous avons ça, les intestins irritables, les troubles du sommeil, de l'endormissement, les dépressions. Donc pour ça justement, donc on a, et puis donc tous ceux qui étaient anxieux et avec donc différents anxieux.
ceux qui sont traqués ou ceux qui sont heureux, enfin, etc. Enfin bon, qui sont spasmés, enfin bon, voilà. Donc ça nous donnait quand même donc des autoroutes pour qu'on puisse justement pouvoir bien cibler entre guillemets donc la molécule qui pouvait être efficace pour eux. Et effectivement, c'est ce qu'on entend bien dans votre discours, Jocelyne Cinquin, pour vous qui êtes infirmière en hôpital, c'est cette approche très individualisée que vous avez maintenant par patient et peut-être moins une approche du symptôme tel que vous pouviez l'avoir auparavant. Ah oui, parce qu'en allopathique, bon, vous avez un manque de sommeil, on va vous donner un somnifère. Tandis que là, en homéopathie, on peut continuer. Mais bon, il y a des patients qui disent ah bah oui, mais moi je suis complètement ensouqué, il faut que le lendemain je puisse travailler et puis je suis dans un état second. Et donc ça c'est important parce que des gens quand même qui continuent à travailler, qui doivent avoir donc de la concentration, et les troubles de concentration ou de mémoire c'est quand même important. Donc à ce moment-là, si on peut justement éviter avec ces effets secondaires et qu'on donne la molécule qu'il faut et qu'ils disent ah bah je me sens moins fatigué, je me sens moins ensouqué, je pense que c'est vraiment important. Alors justement, vous avez quels résultats aujourd'hui auprès de patients que vous traitez donc dans ce centre antidouleur? Il faut savoir qu'on n'a pas assez de recul parce que ça fait que 2 ans. Il a fallu aussi, j'ai eu la chance de pouvoir aussi faire des protocoles pour que ça soit un peu plus rapide, pour que ça soit avec donc des livres que l'on m'a prêtés, parce qu'il y avait donc des protocoles qui étaient un peu plus faciles. En plus, il y a des gens aussi, je dis que c'est un traitement un petit peu en substitution, par exemple pour les cancers ou l'hormonothérapie, parce que nous avons donc des gens comme ça. Nous ne sommes pas un institut de cancer, mais de douleurs chroniques, mais nous avons quand même des gens comme ça. Et donc, quand ils ont des effets secondaires comme ça et qu'on peut apporter donc un bien-être au niveau donc de leur traitement, c'est déjà pas mal. Alors, on n'a pas encore fait de statistiques. Je sais qu'il y a encore des gens qui nous disent, écoutez, depuis que j'ai pris ça, je suis moins anxieuse. Depuis que j'ai pris ça, je trouve que je dors mieux. J'ai un sommeil plus réparateur. Et c'est important parce qu'on sait maintenant que le sommeil a une influence sur la douleur. Moins on dort, plus on aura de douleur. Moins on a un sommeil réparateur, plus on ne va pas être bien. Ça, c'est le ressenti. Effectivement, en 2 ans, il n'y a pas encore un quantitatif, il n'y a pas les grandes statistiques qui arrivent. Il y a ce ressenti quand même que vous donnez patient. Puis, ma foi, c'est le premier ressenti peut-être le plus important. Est-ce que vous avez vu en parallèle aussi une diminution de l'usage des médicaments allopathiques auprès des patients? Certains nous disent, oui, effectivement, j'ai moins besoin de prendre ça, ou j'ai moins de crises. Et c'est déjà quand même énorme. Il y a aussi des personnes qui ont des céphalées, donc on conseille donc certaines choses. Et puis il faut savoir si cette céphalée aussi de tension, c'est pas aussi quelqu'un d'anxieux, qui est émotif, etc. Donc à ce moment-là, on va peut-être pas forcément soigner la migraine vraiment, mais son état d'anxiété, son émotivité. Et la dernière fois, j'ai eu une dame qui m'a dit vous m'aviez donné ça, et je trouve que ça va beaucoup mieux. On ne demande pas plus, non. Que le malade a le mieux à notre petit niveau. L'homéopathie peut être utilisée, vous le faites, en complément dans le traitement de la douleur. Vous disiez aussi que l'homéopathie vous a ramené à une autre partie de votre mission d'infirmière qui est parfois aussi oubliée ou délaissée, qui est la partie de prévention. Oui. Notamment, pour vous qui êtes sensibilisé à tout ce qui est bloc opératoire, notamment avant des interventions importantes. À quel titre vous avez changé là-dessus? Je trouve que quand on sait qu'on va avoir une intervention chirurgicale qui va saigner ou qui va apporter justement donc des hématomes, par exemple, chirurgie du sein ou autre chose, je trouve que ça serait bien de prévenir un petit peu et de donner un petit peu ce qu'il faut pour justement donc prévenir ça. Maintenant, on s'occupe moins aussi des effets secondaires post-opératoires quand on a donc la reprise des gaz ou des problèmes de constipation, etc. Donc ça, maintenant, quand j'ai commencé mes études d'infirmière, on était très strict là-dessus. Et donc on faisait très attention. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas à manger aux patients tant qu'ils n'avaient pas repris leur gaz. Maintenant, vous savez, tout va vite. Il faut à chaque fois le rendement, etc. dans les hôpitaux. Je trouve ça bien dommage. Donc là, à ce moment-là, il faudrait donc donner des choses. Voilà, vous avez une constipation, vous pouvez prendre ça. Vous avez des nausées, vomissements, vous pouvez prendre ça. Pour éviter d'avoir des hématomes et d'apporter un inconfort donc aux patients.
Quel est le regard aujourd'hui des médecins de votre service, des autres infirmières, éventuellement des médecins de l'hôpital de Saint-Malo ou de ces différents établissements sur votre pratique lorsque vous dites nous, écoutez, dans notre centre, on a inclus de l'homéopathie, on a inclus des médicaments homéopathiques, on a des résultats également sur nos patients. Dans un lieu sacro-saint comme l'hôpital, est-ce que le message passe? Alors moi j'ai eu la chance, et je le tiens à le dire, d'avoir le médecin avec qui je travaille, qui est le chef de la structure, qui a instauré donc cette homéopathie et qui a bien voulu donc le faire. Alors très bien pu me dire, on va pas le faire, hein, ça suffit, ça demande trop de travail. Mais j'ai eu de la chance d'avoir un médecin qui était ouvert à ça. Maintenant, effectivement, il y a des infirmières qui sont mes collègues, qui disent on fait de l'homéopathie et tout ça. Là, ça commence à venir, mais on ne peut pas changer les mentalités comme ça. Mais il y a des fois, ils me disent non, Jocelyne, j'ai mon fils là, il passe son examen. T'as pas un truc à l'homéopathie là parce que j'ai pas envie. Tiens, viens me voir comment il est, ton fils, etc. Et machin. Voilà. Donc. Ça veut dire que les esprits commencent à bouger. Vous trouvez, parce que vous apportez aussi des preuves dans votre service de l'efficacité de l'homéopathie. J'espère que ça bougera de plus en plus. Maintenant, il y a des gens aussi, j'ai oublié de le préciser, qui ne peuvent plus du tout supporter l'allopathie. Moi, j'étais patiente où à chaque fois qu'elles prennent n'importe quel médicament, elles sont malades. Ou alors elles font des œdèmes de Quick. Donc il faut trouver effectivement donc des allergies ou des trucs comme ça. Il faut trouver donc une solution. Donc on est bien content quand même d'avoir des médecins homéopathes aussi, quelquefois même sur Saint-Malo, mais il y en a de moins en moins aussi pour trouver. Et puis elles sont bien contentes aussi de voir, tiens, à l'hôpital, si on me donne certaines choses, ça pourra donc aller. Maintenant on ne peut pas influencer donc les gens et dire nous on fait ça, pourquoi vous ne le ferez pas? Je sais que quand on est allé en formation, il y a certaines sages-femmes, parce qu'elles ont le droit de prescription contrairement à nous, infirmières, mais on peut donner toujours des conseils. Quand vous allez en pharmacie, vous dites voilà, j'ai ça, ou alors je sais que j'ai un peu le trac, je peux prendre ça parce qu'on connaît les médicaments. On va nous en donner. Toute dernière question, Jocelyne Cinquin, le déremboursement ou le moindre remboursement dans un premier temps de l'homéopathie, est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Est-ce que vous allez arrêter d'en prescrire, arrêter d'en donner? Quand on interroge les gens, ceux justement qui ont un problème d'allopathie et qui ont vraiment donc des problèmes, je sais qu'ils ne changeront pas. Quitte à ce que ça leur coûte plus cher. Il faut savoir aussi ce que l'on veut. Si on a un apport dans le bien-être, il y en a certains d'accord. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui disent oui, mais ça va me revenir cher tous les mois, etc. Mais il faut quand même choisir. C'est la santé ou les loisirs? Parce que quand j'entends aussi des fois oui mais ça c'est trop cher, je peux pas parce que je pourrais pas me permettre, etc. Mais après ils ont fait des économies pour aller en Nouvelle-Zélande ou alors à la Guadeloupe. Oui, donc il arrive un moment, il faut un petit peu choisir en disant voilà, j'ai du confort, je suis un peu sermère peut-être comme ça, mais je dis alors qu'est-ce que vous voulez? C'est la balance. En tout cas, déremboursement ou pas, vous allez continuer à prescrire de l'homéopathie. Oui. Ouais. Ah oui. Maintenant, après, c'est le choix et la liberté des gens. Ils le feront ou ils ne le feront pas. Merci beaucoup de ce témoignage où on peut l'applaudir, Jocelyne Cinquin, et d'ailleurs toute l'équipe de l'hôpital de Saint-Malo qui traite la douleur, parce qu'on voit avec vous comment les choses sont en train de bouger également dans le monde hospitalier. On voit que l'homéopathie peut être une alternative aussi ou un complément de médicaments traditionnels allopathiques.